Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions, mais vous aidera à y réfléchir. Le sujet d'aujourd'hui, alors comment vous dire, autant le précédent déchaînait les foules, autant celui-ci, tout le monde s'en fout. J'aimerais vous dire que je n'exagère pas, mais au vu de la difficulté que j'ai eue à me documenter, le sujet est clairement moins étudié que l'évaluation scolaire. Épisode précédent que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ça et en même temps, tout le monde en parle. Compte Instagram, livres, presse, publicité, on en parle, votre famille, vos amis, même quand on n'en parle pas, vous l'entendez. Pour certains, c'est un problème à régler, pour d'autres, une solution à promouvoir. De plus, c'est une expérience de vie que nous avons tous et toutes en commun. Je vais vous parler du sujet qui cumule un nombre de contradictions infinies, un sujet silencieux mais criant par sa présence, un phénomène protéiforme, je m'étais promis d'utiliser ce mot un jour, qui mute si vite qu'il ne met personne d'accord sur sa propre définition. Je vais vous parler du célibat et les raisons pour lesquelles il semble nécessaire de se sentir mal quand on l'est. Et pourquoi se sent-on mal quand on est célibataire ? C'est la question à laquelle je ne vais pas répondre, mais vous aider à y réfléchir. Alors, ça va devenir une petite routine, j'avais déjà prévenu dans l'épisode 1, je ne pourrai pas contenter tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous touchons à un sujet qui est vécu par chacun de façon très différente. Je reviendrai dessus, mais il existe quasiment autant de célibats qu'il y a de célibataires. Donc, vous connaissez la chanson, il n'est pas question ici de trouver la solution, la recette miracle, ou de vous aider à vivre mieux votre célibat. Non, l'idée est d'y voir plus clair, de comprendre qu'est-ce qui se joue. J'ai multiplié les périodes de célibat, plus ou moins longues, je les ai toutes vécues de façon différente, mais il y avait quand même un pattern qui se dessinait. En échangeant avec mes camarades de célibat, il y avait ce sentiment partagé, plus ou moins exprimé, le sentiment que nous n'étions pas à la bonne place. Alors même que je m'enorgueillissais d'être un célibatant, force est de constater que je multipliais les rencontres, quête frénétique, en espérant trouver la personne. Ou alors course effrénée en vue de quitter cette zone d'inconfort social que peut être le célibat. Je n'étais pas forcément triste, mais je sentais qu'inévitablement ce statut de célibataire me mettait sournoisement dans un format de vie qui n'allait pas. La situation devait changer, il y avait quelque chose dans l'air qui me pointait du doigt pour m'indiquer le chemin d'une vie de couple. Pour cette première partie sur les constats, nous allons nous demander de qui on parle, c'est quoi un célibataire ? Alors, je ne vais pas me limiter à ma personne et je vais tout de suite élargir le propos en essayant d'accomplir l'impossible, donner une définition de ce qu'est un célibataire. Car là où il y a un célibat, il y a une célibataire. Enfin, oui et non, c'est pas certain. Si vous vous sentez déjà embrouillé, alors que le but premier de ce podcast est de donner des éléments de réflexion à la grande question « et pourquoi ?», c'est normal. Je vous disais qu'il existait autant de célibats que de célibataires. Et avant de partir dans des considérations de vie privée, déjà sur le plan officiel, la définition ne fait pas l'unanimité. Vous n'observerez pas le célibat de la même manière si c'est dans un cadre légal ou si c'est uniquement par le prisme de sa définition dans le dictionnaire. Elle ne sera pas non plus quantifiée de la même façon si vous souhaitez l'étudier de façon démographique ou si vous l'observez sur le plan du phénomène social qu'elle représente. Et j'en oublie certainement. Autant vous dire que la tâche va être ardue tant le point de départ n'est pas très clair. Vous êtes toujours perdu ? Pas d'inquiétude, c'est toujours normal. Est-ce que j'ai fait une forme de publicité mensongère en vous faisant croire que j'allais vous donner une définition du célibat ? Probablement. Mon propos ici est davantage de vous montrer que le célibat est un exemple typique de ces mots mélangeant définition littérale et normes sociales. Il est d'ailleurs de plus en plus difficile de comprendre le sens des mots tant les discours ambiants mélangent sens étymologique, social et émotionnel. Chacun ayant son importance, proposant différentes interprétations et parfois l'une voulant s'imposer au détriment de l'autre. Tiens, un dernier exemple pour la route. Je suis certain qu'il vous est déjà arrivé de parler de votre vie sentimentale et la personne en face d'en conclure « Ah, bah t'es en couple ». Et vous, surpris de répondre « Bah non, je suis pas en couple ». Il semble alors que votre définition diffère de votre interlocuteur. Cela dévoile un point commun entre le couple et le célibat, chacun en a sa définition. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Jetez-moi des tomates, bien mûres s'il vous plaît, criez, râlez, car vous l'aurez compris, je ne vais pas vous donner la définition du célibat, simplement parce qu'il n'y en a pas.
Par contre, là où ça devient intéressant et que j'essaye de faire dans chaque épisode, c'est prendre un peu de recul et voir le célibat non pas de façon individuelle mais de façon plus globale. Et il faut croire que dans notre recherche d'individualité, bonne chance avec ça, il y aura toujours une force, celle du plus grand nombre, qui essaiera d'imposer la définition d'un célibat. Et pourtant, avant même de savoir parler, avant même que s'entrechoque dans nos têtes et nos cœurs le concept de relation amoureuse, avant même de savoir comment définir notre situation amoureuse, eh bien, avant tout ça, bébé, enfant, adolescent, nous avions déjà reçu un grand nombre d'informations sur ce qu'est le célibat, ce qui le définit et comment le vivre. Si, je vous assure, quelque part dans votre cerveau, notre inconscient avait déjà toutes les infos. Nouvelle partie, biberonner au célibat, c'est nul. Maintenant que je vous ai tous déçus avec mon histoire de définition, vous pensez peut-être que je vais tenter de me rattraper dans cette nouvelle partie. Pas du tout. Et le pire, c'est que je vais probablement brusquer quelques souvenirs d'enfance. Alors, bonne nouvelle pour les mamans qui nous écoutent, non, pour une fois, on parlera d'enfance et ce n'est pas vous les responsables. Dans tous les repas de famille, parfois, quand il s'agit de parler de ce sujet, il y a toujours une tante, une mère, une grand-mère qui balance un « et voilà, c'est toujours la faute de la mère, merci Freud ». Eh bien, à toi la mère qui m'écoute, bonne nouvelle, ce n'est pas de ta faute. Après, l'idée n'est pas de trouver à qui revient la faute de cette caractérisation négative du célibat, mais il est amusant d'observer comment il est représenté dans la culture populaire. Et autant être honnête, ce n'était pas la plus difficile de mes recherches. Écoutez, je vais vous donner une liste de personnages Disney. La méchante reine, Blanche-Neige et les 7 nains, 1937. Lady Tremaine, Cendrillon, 1950. Maléfique, La Belle au bois dormant, 1959. Ursula, la petite sirène, en 89. Mère Gothel, Réponse, en 2010. Vous connaissez leur mec ? Non. Normal, il n'existe pas car toutes ces méchantes sont célibataires. Souhaitant la parité dans cet épisode, et même s'ils sont moins nombreux, et je vous laisserai faire vos conclusions sur ce point, voici la liste des personnages masculins, méchants et célibataires. Edgar, le majordome dans Les Aristochats, en 70, Gaston, La Belle et la Bête, en 91, Jafar, Aladdin, en 92, Frollo, le bossu de Notre-Dame, en 96, Hadès, dans Hercule, en 97. Les sentiments qui les animent tous sont l'envie, la jalousie et évidemment la solitude. Et oui, ils l'expriment en faisant le mal. J'ai démarré avec les méchants Disney, mais les personnages principaux ne sont pas non plus épargnés. J'avais prévu de faire un petit laïus sur Simba et son célibat plutôt à la cool dans un parc aquatique avec ses poteaux, mais ça pourrait être sujet à discussion. Et puis, le Roi Lion, c'est sensible. Je ne suis pas armé pour toucher à un classique. Par contre, il y a une célibataire que je ne pouvais pas louper, car là, il n'y a pas de débat possible. Belle, de Belle et la Bête en 91. Est-ce que vous avez déjà fait attention à la chanson présentant son personnage ? Belle arrive au village, tranquillement, pour récupérer un livre, et voilà ce qu'on dit d'elle à son passage. On commence par deux vieilles dames qui disent « la tête ailleurs et ce petit air audacieux » en français. Et en VO, « cette fille est étrange, pas de doute. The girl is strange, no question. » Une autre femme, accompagnée d'un homme, elle ne parle pas notre langue, en VO, jamais intégrée à aucun groupe, never part of any crowd. Un autre couple dit d'elle qu'elle est étrange, la femme signifiant d'un geste du doigt la mimique pour indiquer d'une personne qu'elle est folle. Beaucoup de jugements venant de femmes présentées en couple, autant vous dire que pour l'esprit de sororité, on repassera. À l'inverse, passons aux interactions cordiales entre villageois. Le conducteur d'une charrette salue une autre femme aimablement en lui demandant de saluer la famille. Un autre personnage, féminin, salue un charcutier en l'invitant à saluer sa femme. Une femme avec des enfants demande des œufs. Bref, diverses représentations ou évocations de la famille. Donc, fin du match, voici les scores. Belle est perçue comme une jeune fille ingénue, candide, à part, différente, alors que le reste du village est représenté dans des scènes de vie renvoyant souvent à la vie de couple. De là à conclure que les habitants du village la considèrent comme à la marge, étrange, fofolle, exaspérante, il n'y a qu'un pas. À croire qu'il ne fait pas bon être célibataire dans ce hameau. Dernier point, et promis j'arrête de piétiner vos dessins animés d'enfance et de titiller ceux qui apprécient coller le mot wokisme à tout bout de champ, on en parle des sorts maléfiques dans les dessins animés ? De façon générale, un vilain sort et tu finiras seul, moche,
personne n'osera t'approcher et tu vivras probablement en marge de la société dans un endroit sale, humide, un endroit qui ferait certainement rêver les fans d'Urbex. Voilà. Après avoir ruiné vos premières cachettes VHS, pour les plus jeunes d'entre vous c'est l'ancêtre de Netflix, je vais m'attaquer à une série télé. Prenons par hasard Sex and the City. À première vue, la série dépeint joyeusement la vie de femmes célibataires avec des personnalités variées, explorant les multiples facettes du célibat. Mais dès le premier épisode, Carrie pose le ton. Cupidon a quitté le poulailler avant de conclure face caméra par un « Comment a-t-on pu se mettre dans un tel merdier ?» La culpabilité s'installe. Saison 2, épisode 4, Charlotte déclare dès l'ouverture « Si vieille, moche et seule », reflétant l'association classique célibat-échec. Même Miranda, censée assumer sa liberté, regrette l'absence du « on ». Saison 4, épisode 16, Carrie galère à réparer une fuite après une rupture. Message implicite, sans mec, tu galères pour tout, même le bricolage. Ensuite, elle rencontre des problèmes financiers. « Vous êtes célibataire, vous comprenez mon problème ?» dit-elle à la banquière. La série associe ici couple et sécurité financière, célibat et précarité. Globalement, Sex and the City montre de temps en temps, peut-être souvent, des désillusions et moins d'épanouissement en célibat. Le personnage évolue, mais souvent dans la douleur. Et tout cela n'est pas anodin quand on garde à l'esprit que les choix de mise en scène et de narration influencent clairement ce que l'on perçoit. Récapitulons, l'enfance détruite, l'adolescence massacrée, finissons avec le cinéma. Bon, vous avez compris l'idée, donc je passe rapidement sur Bridget Jones ou 40 ans toujours puceau. Parlons plutôt de Eat, Pray, Love, souvent cité comme un film valorisant le célibat. L'idée est prometteuse, une femme qui se réalise seule trouve l'épanouissement personnel et apprend à s'aimer. Spoiler, ce n'est pas si simple. Le film commence bien, Julia quitte son mari et se lance dans un voyage spirituel et sensoriel pour redéfinir sa vie en dehors du couple. Elle le dit clairement à une amie avant de partir, elle veut se trouver, se construire. Mais dès l'Italie, les signaux se brouillent. Prenez cette scène avec son professeur d'italien. À table, la nourriture est sexualisée de façon presque caricaturale. La raviole éclate sous ses couverts, gros plan sur sa bouche et celle du prof, comme une métaphore maladroite du plaisir charnel. Pourtant, leur conversation n'a rien de séducteur. Après le dîner, elle l'observe depuis un balcon, sombre, mélancolique, comme une version moderne de Roméo et Juliette. Et juste après, seule dans son lit, elle apprend un mot, en italien, sola, seule, qu'elle répète avec une certaine résignation. Pas très réjouissant pour une quête d'épanouissement. Un autre exemple, toujours en Italie, Julia observe un couple s'embrasser près d'une fontaine. La caméra s'attarde sur la main de l'homme glissant sous le haut de sa copine. En parallèle, elle mange un plat de spaghettis avec un plaisir évident. Après tout, le film s'appelle Mange, prie, aime, je ne vais pas lui en vouloir de manger. Mais son regard furtif, presque coupable, montre qu'elle s'assure de ne pas être observée. Pourquoi ce contraste ? Pourquoi son plaisir solo est-il toujours mis en opposition avec celui des couples, comme si elle était incomplète ou teintée de honte ? Le dernier tiers consacré au M introduit le personnage de Javier Bardem. Julia commence par affirmer qu'elle veut s'aimer seule, sans se définir par un homme. La scène se déroule sur une plage, au bord d'un ponton, où un bateau les attend. Javier lui propose de le suivre, mais elle refuse, expliquant qu'elle ne veut pas répéter les erreurs du passé comme avec son mari. À ce moment précis, tout semble aligné avec sa quête initiale. Une femme qui se choisit, qui s'affirme en dehors des attentes sociales. La scène aurait pu conclure le film de façon logique et inspirante. Mais ensuite, tout bascule. Julia rejoint un personnage mystique rencontré plus tôt, qui lui délivre une nouvelle révélation. Soudain, elle se met à courir à travers la ville, traverse ruelles et jardins pour retrouver Javier. Lorsqu'elle arrive chez lui, il n'est pas là. Elle laisse un mot dans son bureau, l'invitant à la rejoindre sur le ponton. Dernier plan, elle l'attend près du bateau, il arrive en courant, ils s'embrassent et ils partent ensemble au large. Fin de l'histoire. La fin du film est une conclusion. Et ici, il serait tentant de dire que Eat, Pray, Love donne au couple le rôle central pour définir l'amour. Ce qui est dommage, c'est que dès son monologue initial, Julia exprimait une quête personnelle. Retrouver l'amour des bonnes choses et réapprendre à se suffire à elle-même. Je ne dis pas qu'elle aurait dû finir seule toute sa vie, mais une fin plus ouverte aurait permis d'éviter l'idée que le célibat se résume à une frustration face à l'absence de couple. Pour un contraste frappant, je vous recommande chaudement la série Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Sans spoiler l'intrigue, parce que cette série mérite vraiment d'être découverte, elle offre une vision du célibat bien différente. On y suit une célibataire
à travers des hauts et des bas, sans la glorifier ni la condamner. Et à la fin de la saison 2, qui boucle magnifiquement l'arc narratif, vous aurez probablement le sourire. Fleabag ne montre pas le célibat comme une bataille à gagner, ni comme une tristesse à surmonter. C'est simplement la vie, avec ses nuances, ses moments de solitude et de joie. Un regard rafraîchissant, surtout si on le compare à Bridget Jones en 2001, comme quoi les temps changent. Après avoir fait le tour des séries, films et dessins animés, pourquoi ce sujet ? Bon, on va prendre une petite respiration. Moi aussi d'ailleurs. Alors, pourquoi parler du célibat ? Parce qu'aujourd'hui, il semble plus pesant que jamais pour ceux et celles qui le vivent. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé d'un célibat épanoui. Guides, témoignages, modes d'emploi pullulent pour nous expliquer comment vivre heureux en solo. Résultat, un paradoxe. D'un côté, des célibataires mal dans leur peau, de l'autre, une injonction à vivre un célibat idéal qui peut, au contraire, accentuer le mal-être. Moment chiffre. Une étude Ipsos pour Badoo menée en février 2022 auprès de 1000 célibataires français de 18 à 45 ans révèle que seulement 30% des interrogés apprécient leur célibat. Pas énorme, non ? Et la moitié d'entre eux souhaitent en sortir. Plus intéressant encore, ce sentiment s'intensifie avec l'âge. Une autre contradiction car les ressentis se partagent entre sérénité et joie mais aussi tristesse et frustration. En somme, le célibat est un état profondément ambivalent. Évidemment, affirmer que le couple reste la norme valorisée dans notre société n'est pas un scoop. Mais pourquoi ressent-on cette pression ? J'ai voulu aller un peu plus loin en explorant les dimensions historiques et sociétales qui nourrissent ce sentiment. Le sujet, je l'ai dit et je le répète, est paradoxal, complexe et profondément intime. Pour mes recherches, je me suis appuyé sur 2 ouvrages de référence. La femme seule et le prince charmant de Jean-Claude Kaufmann, sociologue spécialisé dans la vie du quotidien, et Histoire du célibat et des célibataires de Jean-Claude Bologne, écrivain et conférencier. De Jean-Claude pour nous éclairer sur cette histoire d'amour compliquée entre société et célibat. Dans cette première partie, nous avons exploré le célibat à travers ses paradoxes. Un état parfois vécu comme pesant, malgré des représentations de plus en plus présentes d'un épanouissement solo. À travers Disney, Sex and the City et Eat, Pray, Love, la culture populaire peut parfois renforcer implicitement une vision négative du célibat. À l'opposé, des œuvres récentes comme Fleabag offrent un regard nuancé et apaisant. Une réflexion qui mêle histoire, société et normes personnelles. Dans la suite, nous remonterons l'histoire du célibat entre rejet et acceptation pour comprendre comment il a façonné nos sociétés et nos normes. Nous explorons aussi le rapport intime au soi et des modèles émergents. Si à ce stade, vous ne savez toujours pas où je veux en venir et que vous avez l'impression que je n'ai pas encore répondu à la question, c'est normal. Pour ça, il faudra écouter la 2e partie de cet épisode. En attendant, vous aurez tout le temps d'y réfléchir et pour savoir si je vous donnerai une réponse, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci.